comment faire entrer les non-humains en politique face à la catastrophe climatique, comment faire bifurquer nos infrastructures existantes. L'humanité doit-elle se préparer à fermer ce qu'il a détruit, comme le propose par exemple Diego Landívar, qui est ici avec nous dans un très beau livre qui vient d'être publié, intitulé « Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement », aux éditions Divergence, avec notamment Emmanuel Bonnet et Alexandre Monin. Doit-on se préparer à déstaurer, démanteler, désinnover, comme il peut le proposer dans ce livre? Ou peut-on inventer une écologie camarade, un communisme écologique, comme peut le proposer Léna Balot dans un très beau livre également qui s'intitule « Nous ne sommes pas seuls », qu'elle a publié avec Antoine Chopeau également très récemment. Et puis Yann Moulier-Boutan viendra aussi peut-être porter des écarts ou entrer en divergence avec les propositions de Diego Landívar, par exemple, à partir notamment de ses travaux les plus actuels sur le capitalisme cognitif. Et la pensée écologique, son travail sur le revenu garanti d'existence. Je vais, avant de leur laisser la parole, simplement les introduire un peu plus formellement. Léna Balot est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome. Elle est aujourd'hui agricultrice, chercheuse indépendante en philosophie politique. Elle est membre du comité de rédaction de la revue en ligne Terrestre. Avec Antoine Chopeau, elle a publié « Nous ne sommes pas seuls », donc politique des soulèvements terrestres aux éditions du Seuil et la collection Anthropocène, apparue donc en 2020, où elle se demandait que devient la politique lorsque des paysannes et des écologistes disséminent des graines de plantes résistantes aux herbicides dans les monocultures d'OGM pour en saboter les rendements. D'autres manières de faire, de se défendre, de résister nous devancent, nous déstabilisent et nous renforcent. Des manières animales, végétales, sylvestres, microbiennes, fongiques. Nos alliés sont multiformes. Et voilà, on va du coup l'écouter en introduction. Et puis, aussi un mot de présentation de Yann Moulier-Boutan, qui est économiste, philosophe français. Il participe notamment donc, au mouvement de 68, au mouvement du 22 mars, puis des cahiers de mai. Il a été notamment formé à l'école normale supérieure. Il s'est rallié aux thèses opéraïstes et participé en 72 à la création de la revue Matériaux pour l'intervention. Et à partir de son travail, notamment de sa rencontre avec Negri, Tony Negri, il va développer un certain nombre de travaux inspirés notamment par la théorie construisant la théorie opéraïste, mais aussi peut-être la déplaçant. Et depuis 2000, il est directeur de publication de la revue Multitude, où il publie très régulièrement, et notamment autour des propositions qu'il formule autour du système d'imposition via une taxe pollen sur les flux, ou encore les enjeux politiques du numérique. Donc, je cite quelques-uns de ses livres. L'abeille, l'économiste, en 2010, dans lequel il essayait de penser comment les hommes créent tous de la valeur économique à la manière des abeilles lors de la pollinisation. Et selon lui, le revenu de base, puisqu'il travaille depuis un certain nombre d'années à théoriser cette possibilité d'un revenu de base, n'est pas un système redistributif, mais plutôt une rétribution de la pollinisation de chaque citoyen. Il a notamment publié Le capitalisme cognitif, un livre déterminant pour penser les mutations du capitalisme aujourd'hui, aux éditions Amsterdam en 2007. De l'esclavage au salariat, économie historique du salariat bridé, aux presses universitaires de France en 98. Comment ? Et puis, j'en viens maintenant à présenter Diego Landívar, qui est docteur en sciences économiques et ancien élève normalien. Ses travaux portent sur les reconfigurations
ontologiques dans le contexte de l'Anthropocène, à partir d'une focale anthropologique. Ces questions l'ont conduit à enquêter sur les reconfigurations cosmopolitiques dans les pays andins et notamment en Bolivie, le droit des entités de la nature et des non-humains, notamment les pensées indianistes, le statut des objets techniques, les controverses autour de la transition écologique. Il est cofondateur et directeur du laboratoire Origins Media Lab et il conseille différents territoires et pouvoirs publics autour d'alternatives écologiques. Et il est auteur donc, de ce très beau livre que je mentionnais tout à l'heure, Héritage et fermeture. Voilà, je vais leur laisser la parole. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Voilà, et vous remercier de votre présence. Peut-être Léna ou... Ouais. Bonjour. Donc je vais parler donc à partir du travail que j'ai fait avec Antoine Chopeau, donc qui n'a pas pu venir, et aussi avec en fait tout un tas de je m'habitue à l'écho, excusez-moi, d'alliés dans les luttes qui nous ont aussi raconté leurs histoires et avec qui on a pensé toutes ces choses que je vais vous raconter. Pour situer très grossièrement notre propos, on se situe vraiment à la croisée d'un héritage, disons, des luttes sociales et du courant d'écologie, d'anthropologie, etc., autour de la question d'un renouvellement de nos rapports au vivant, parce que en fait, on a l'impression qu'il y a une profonde mutation qui est nécessaire aujourd'hui pour être ajusté aux enjeux politiques du présent et de l'avenir, en tant que les injustices, les inégalités présentes et à venir vont être de plus en plus finalement des choses qui vont concerner nos êtres de vivants, alors que c'est la dimension de nos êtres qu'on a appris à laisser à la porte pour entrer en politique en tant qu'esprit, que raison, que volonté. Et en fait, aujourd'hui, on le voit avec le Covid, avec les migrations climatiques, etc., que c'est à l'endroit de nos existences de vivants que les injustices sociales se jouent et se joueront. Et donc peut-être qu'il s'agit de politiser le souci pour la vie qui a été outil de dépolitisation. Et donc on va essayer de proposer une mutation du regard sur notre insertion dans le tissu du vivant qui ouvre des potentiels politiques jusqu'à en arriver à, vous allez voir, vous proposer des alliances politiques avec des êtres vivants qui ne sont pas humains. Ce qui peut paraître saugrenu, mais en fait c'est très sérieux. Je vais tenter d'abord, dans mon exposé, de redécrire en 3 points l'état présent, enfin je sais pas comment dire, les scènes des batailles politiques aujourd'hui, en prenant vraiment au sérieux du coup la manière dont ces courants écologiques et anthropologiques peuvent nourrir notre manière de penser la politique. En partant d'abord de l'idée que le capitalisme est une écologie. Donc évidemment, c'est pas pour dire que le capitalisme est écologiste, c'est pour dire que le capitalisme est une manière très singulière et destructrice d'agencer des relations et donc c'est une manière de faire écologie de ce point de vue-là. Et en fait, quand on regarde les choses de ce point de vue-là, ça permet de mettre en évidence que justement l'écologie agencée par le capitalisme dépasse largement ce qu'on identifie comme la société et même comme la sphère économique. Et même que en fait, l'économie capitaliste, pour tenir, elle a besoin non seulement de l'accumulation primitive coloniale qu'on a connue, elle a besoin non seulement d'extraction perpétuée de matière, d'énergie
qui pourrait être considérée comme inerte, qui proviendrait de cette grande masse qui serait considérée comme la nature. Mais en fait, elle a aussi besoin, pour tenir, d'une immense et permanente participation non reconnue comme telle des vivants et des agents naturels. On peut même dire, en s'appuyant par exemple sur les travaux de Jason Moore, mais aussi d'un séminaire du Collège international de philo mené par Bernard Aspe, qu'on peut dire qu'il y a une immense mise au travail des êtres de nature par l'économie capitaliste et donc au-delà de cette économie. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, que quand l'industrie forestière mène sa production en faisant des coupes rases à répétition à un âge très jeune des forêts, en fait, cette industrie mobilise les capacités du sol et des vivants du sol à se régénérer, à régénérer des forêts après ces coupes rases très violentes. Ou pour un autre exemple, l'agriculture industrielle en fait compte sur les compétences des cochons à rester calmes en élevage hors sol, ou compte sur les compétences des vaches à avoir une attention aux autres membres du troupeau et à l'éleveur pour que les activités d'une ferme se passent bien. Et même au-delà des êtres animaux ou végétaux qui sont considérés comme domestiqués, l'agriculture industrielle, en fait, elle compte aussi sur la zone humide en contrebas qui va digérer les effluents d'élevage qui vont être envoyés dans la nature. Et en fait, un des outils conceptuels qui permet cette mobilisation et cette mise au travail gratuit des êtres vivants, c'est bien le partage entre nature et société, qui n'est pas une séparation seulement duale, mais qui est aussi une séparation hiérarchique qui permet en fait, le travail reconnu comme tel dans la société permet en fait de dénier tout le travail invisible qui est mobilisé pourtant dans tout ce qui va être catégorisé comme nature. Alors c'est le travail des femmes, c'est le travail des colonisés, c'est aussi le travail des autres vivants, c'est aussi le travail de nos désirs et de nos déprimes via nos capteurs qu'on a tous dans nos poches. Mais en fait, ça fuite partout. Parce que les vivants, pris dans ces environnements de la mise au travail, en fait, ils passent leur temps à fuir les agencements écologiques façonnés pour la valorisation et pour faire travailler, soi-disant faire travailler l'argent. Puis en fait, c'est pas l'argent qui travaille, c'est tous ces vivants, quoi. Par exemple, pour commencer très littéral, il y a l'histoire de cet ours qui travaillait dans un cirque en Russie, un ours à qui on avait appris à faire du vélo pour son numéro de cirque, et qui a fui le cirque à vélo. Mais au-delà de cet exemple très littéral, en fait, cette fuite, elle prend plein de formes. Elle prend aussi des formes de résistance et d'action animale ou végétale qui, en fait, vont faire en sorte que ces agencements de captation ne marchent plus. On peut penser à tous les êtres qui sont traités de ravageurs, et notamment, je vais prendre un exemple parce que je vais en reparler plus tard, du charançon du cotonnier, qui a posé énormément de problèmes aux planteurs de coton en Amérique du Nord au tout début du XXe siècle, qui s'est développé et a traversé plusieurs États en ravageant des monocultures de coton qui étaient vraiment omniprésentes à ce moment-là. Mais on peut aussi parler des ravageurs au carré, c'est-à-dire ce que l'industrie de l'agriculture appelle les super weeds, les super mauvaises herbes, et qui les inquiètent beaucoup. C'est ces herbes qui ont développé des résistances aux herbicides, et qui donc invitent les Monsanto et compagnie à
à une sorte de course en avant pour trouver à chaque fois des manières nouvelles de les éradiquer. Mais donc toutes ces fuites, toutes ces résistances, en fait, il faut bien voir que du point de vue de ces êtres, ce qu'ils font, eux, c'est juste tendre vers des agencements plus vivables. Enfin, vous voyez bien. Et pour finir ma redescription, il faut aussi prendre en compte vraiment que, en fait, face à ces fuites, face à ces résistances, les capitalistes, ils essayent toujours d'innover pour y répondre. Et pas seulement en essayant de contrer ces fuites, par exemple avec des herbicides encore plus toxiques, mais en essayant de coller à ces énergies de vie, à ces énergies de fuite, pour y brancher de nouveaux processus de valorisation. Par exemple, pour ces histoires de Charançon du cotonnier, en fait, dans cette histoire-là, les propriétaires terriens ont réagi à cette invasion de Charançon en cultivant aussi de l'arachide et pas seulement du coton. Et ça a été en fait une très bonne affaire parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Et donc ils ont, pour fêter ce succès économique, ils ont érigé dans la ville de Enterprise le seul monument à l'honneur d'un ravageur agricole, financé donc par les grands propriétaires terriens de la région. Donc c'est un monument avec de 4 mètres de haut, avec une femme qui tient dans ses mains un charançon immense. Voilà. Et les capitalistes, ils vont encore plus loin dans leur manière d'essayer de coller aux fuites de la mise au travail pour y brancher des processus de valorisation, parce que certains d'entre eux font même leur tournant relationnel, leur tournant post-dualiste, en mettant pas seulement les vivants au travail, mais en essayant de mettre les relations entre les vivants au travail. Et je vais donner juste rapidement un exemple, c'est la marque Rhisobio qui a été lancée par Monsanto, qui produit aussi donc les herbicides glyphosate, etc., et qui a un produit qui va activer les mycorhizes du sol, donc les relations entre les champignons du sol et les racines, pour booster le rendement. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est pas sûr, parce que c'est encore une manière de considérer que même si les champignons et même les relations entre champignons et racines deviennent acteurs de la production, en fait c'est encore des acteurs fantômes, au sens où je pense qu'on ne peut pas compter sur Monsanto pour tirer les conséquences relationnelles qu'impliquent les agencements qu'il fabrique avec ces mycorhizes. Alors à partir de cette redescription, on peut essayer de construire une vision renouvelée des enjeux politiques présents. Ce qu'on pourrait appeler, essayer de dessiner une politique des interdépendances, c'est-à-dire considérer que, en fait, dans chaque relation de dépendance, il y a des rapports de force, des rapports de pouvoir et des potentiels politiques qui y résident. De la même manière que les propriétaires d'usines dépendaient plus des ouvriers que les ouvriers dépendaient des propriétaires d'usines, mais en fait l'économie capitaliste, elle dépend plus du maïs et du soja et des superweeds que le contraire. Et en fait ça nous fait voir que finalement les vivants qui résistent et qui fuient les agencements de la mise au travail ont un certain pouvoir sur les grands ravageurs du CAC 40. Et que c'est une bonne raison pour tenter de construire des solidarités nouvelles avec ces résistances non humaines, pour essayer d'accentuer ce pouvoir qu'ils ont, les non-humains, ce pouvoir de cesser de faire nuire, de faire en sorte de les faire cesser de nuire, les capitalistes, et de construire aussi un monde plus habitable. Mais on voit bien aussi que l'économie capitaliste s'efforce, pour garder une sorte d'autonomie factice vis-à-vis de tous ces êtres qui n'ont pas besoin de lui, de nous faire dépendre vitalement de ces réseaux. Si je reprends mon exemple avec le charançon, en fait, on pourrait se dire que... Enfin, d'ailleurs,
quand on a appris cette histoire, on a cherché un peu dans les documents sur cette histoire, est-ce que les travailleurs journaliers qui étaient exploités dans ces champs de coton, est-ce qu'ils s'étaient alliés avec le Charançon contre ces propriétaires terriens pour les ruiner enfin, les mettre à terre, se réapproprier la terre, etc. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, et si ça n'a pas eu lieu, c'est parce qu'ils étaient vitalement dépendants de ces emplois journaliers et donc de finalement l'exploitation de la terre, du coton, etc. Et finalement, le capitalisme essaye toujours comme ça de nous rendre complices des dispositifs de valorisation. Donc il s'agit vraiment dans cette perception renouvelée de ce que c'est une situation politique qui contient aussi des non-humains, il s'agit de choisir ses complices. Et de ce point de vue-là, c'est Bruno Latour qui a proposé quelque chose qui ressemble un peu, mais avec lequel on n'est pas d'accord. C'est que lui, ce qu'il dit, c'est que les marxistes n'ont rien compris, ils ne sont pas du tout assez matérialistes. En fait, c'est très simple, la politique, il faut défendre ce dont on dépend. Mais en fait, si on regarde bien, dans nos existences d'occidentaux, on dépend de l'extractivisme du gasoil, de sans doute ouvrières bangladaises, etc., de banques criminelles. Enfin, si on fait la liste de ce dont on dépend vitalement, c'est possible qu'on n'ait pas envie de défendre grand-chose de cette liste-là. Donc il s'agit pour nous plutôt de construire des alliances et des complicités avec ceux qui cherchent à habiter la Terre, tout simplement. Et ce qui est drôle, c'est que justement, ces ouvriers journaliers qui n'ont pas pu s'allier avec le Charançon, par contre, ils en ont fait des chansons, et notamment le blues le Boll Weevil Blues, le blues du Charançon du cotonnier, qui a été chanté et repris des centaines de fois jusqu'à aujourd'hui encore, et où en fait, ce qui est mis en scène dans la chanson, c'est un paysan qui discute avec un Charançon, et le paysan demande au Charançon, mais pourquoi tu choisis ma ferme pour t'installer, toi et ta famille, et pomper sucer la sève de tous mes cotonniers? Et le Charançon, il dit, moi, je veux pas te faire du mal, je veux juste vivre quelque part. Et on sent vraiment dans ces chansons qu'il y a une sorte d'identification entre les journaliers qui vont de ferme en ferme et qui sont accueillis nulle part, et ces Charançons qui cherchent juste à vivre quelque part, à habiter quelque part. Donc ça redessine complètement, le conflit de classe ou de géoclasse, si on reprend le mot de Bruno Latour, tout autrement, où le conflit, il n'est pas nécessairement entre capital et travail, mais peut-être plus entre habitants et valorisateurs. Et ça construit des complicités nouvelles, comme par exemple... je vous ai déjà parlé des super mauvaises herbes. En Argentine, il y a une super mauvaise herbe qui donc a résisté au glyphosate, qui s'appelle l'Amarante palmer. Et en fait, les paysans sans terre qui étaient eux aussi victimes des monocultures d'OGM où se développait cette résistante l'Amarante palmer. Ce qu'ils ont fait pour lutter contre Monsanto, c'est qu'ils ont récupéré les graines d'amarante et ils ont fait des bons à graines, et ils relançaient dans les champs ces graines pour amplifier l'action de résistance de l'amarante. Et donc c'était vraiment une manière d'incarner le fait qu'ils étaient du même côté que cette plante. Et je pourrais développer, mais bref. Pour finir, qu'est-ce que ça change pour l'action politique, cette nouvelle perspective, cette nouvelle vision des enjeux politiques? Pour nous, ça change en profondeur la manière dont on doit concevoir notre position et nos actions politiques. Et c'est là où en fait, on en est venu à utiliser le mot d'alliance pour, par exemple, l'action dont je viens de vous parler. Pour nous, ça nous invite par exemple donc à relayer les résistances des non-humains pour les amplifier leurs effets, comme avec cette action par exemple, mais ça nous invite aussi à suivre leurs invites et leurs indications des conflits qui importent. Parce qu'en fait, les vivants qui réagissent aux situations depuis leur point de vue peuvent nous montrer des injustices
qu'on n'avait pas forcément vues ou qu'on ne peut pas voir forcément dans une situation. Par exemple, dans une lutte pour une forêt sauvage en banlieue parisienne, à Romainville, il y a une plante qui s'appelle la renouée du Japon, qui est invasive, qui peut poser problème dans certains milieux fragiles, qui a été reconnue comme une alliée par les habitants qui voulaient défendre cette forêt sauvage comme lieu juste d'usage indéterminé. Et en fait, cette plante, elle a aussi été reconnue comme une indicatrice d'injustice sociale, parce que c'est une plante qui est devenue invasive récemment, ça fait quelques dizaines d'années, à la faveur de la pollution des sols, en fait, parce que c'est une plante qui est capable mieux que d'autres de supporter des sols riches en métaux lourds. Et donc sa présence indique des sols pollués. Donc finalement, sa présence dans des quartiers résidentiels pauvres de banlieue parisienne indique une injustice sociale et indique la différence entre les endroits où peuvent vivre les pauvres et les endroits moins dégradés où peuvent vivre les moins pauvres. Et pour reprendre ma liste des différentes transformations, des formes d'action que cette nouvelle perspective implique, je voulais aussi vous parler rapidement de la manière dont ils s'y sont pris dans une lutte à Mardié, juste près d'Orléans, où un collectif défendait une forêt contre sa destruction pour construire une route de plus. Et en fait, pour défendre cette forêt, ils ont commencé par aller à la rencontre de cette forêt et de ses habitants et d'essayer de comprendre qui y vivait. Et en fait, ça a complètement façonné le calendrier de leur lutte, parce qu'il y avait plusieurs espèces protégées qui vivaient dans cette forêt. Et donc, ils se sont dit, finalement, voilà, le balbuzard pêcheur qui vit dans cette forêt l'été, qui est un oiseau migrateur, et en étant protégé, il protège la forêt l'été. La chauve-souris, quand elle hiberne, elle est aussi protégée. Donc, ça veut dire que nous, activistes, d'une part, on ne va pas aller déranger les balbuzards l'été, donc on ne va pas rentrer dans la forêt qu'on défend pendant l'été, et on sait qu'on va concentrer nos actions pour faire barrage aux abatteuses entre le moment où le balbuzard s'en va et au moment où les chauves-souris vont être protégées. Et pour finir, en fait, j'ai l'impression que la perspective globale de ces nouvelles manières de faire alliance et ces nouvelles manières d'agir, c'est une perspective de construire les conditions d'accueil pour ces alliés et construire les conditions d'accueil pour une biodiversité qui peut être avec lesquelles on peut faire des alliances tactiques comme je viens de montrer là, mais plus largement avec lesquelles on peut incarner directement l'idée d'une habitabilité, un parti des habitants en acte d'emblée, aussi en sachant qu'il s'agit bien de suivre les autres vivants, parce que bien souvent, c'est pas nous en fait qui avons la capacité de réparer le monde dégradé, et que seules les forêts savent régénérer des forêts, seuls des sols savent décompacter les sols mieux que nous. Et que donc il s'agit de quitter le centre de la scène politique sans quitter l'action politique. Et en tout cas, c'est peut-être en lâchant notre position de leader et en étant plus en position d'être attentif plutôt qu'être dans l'intention qu'on peut trouver des politiques plus ajustées et peut-être même plus puissantes. Mais je m'arrête là. Voilà. Diego ? On n'entend pas. Mais merci pour la présentation, Kantuta, tout à l'heure. Merci pour effectivement cette présentation d'un livre que j'ai beaucoup aimé, Nous ne sommes pas seuls, et qui effectivement donne des perspectives, je trouve, hyper intéressantes sur les coalitions avec les non-humains face à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, le changement climatique. En fait, moi je voudrais compléter cette question-là avec la perspective qu'on défend dans le livre qu'on vient de sortir avec mes collègues Emmanuel Bonnet et Alexandre Bonin,
dans un livre qui s'appelle donc Héritage et fermeture. Et qui, pourquoi compléter? Parce que en fait, depuis à peu près une quinzaine d'années, moi je travaille là aussi sur les questions écologiques, sur la question de l'urgence climatique. Je viens de Bolivie et à l'époque, j'avais suivi de très près l'Assemblée constituante en Bolivie qui avait fait entrer les non-humains, justement, la Pachamama, le sacré non-humain, naturel, etc., dans la constitution politique. Et ensuite, ça avait engendré pas mal d'expectatives et d'espoirs qui ensuite se sont aussi un petit peu disséminés partout dans le monde, et y compris en France. Maintenant, on parle beaucoup de données des statuts de sujets de droit aux non-humains, aux animaux, aux forêts, etc. Et à l'époque, moi, j'avais suivi, j'en avais fait une ethnographie avec ma collègue Émilie Ramilia. On avait fait une ethnographie du premier procès d'une rivière contre des êtres humains. Et effectivement, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me parle beaucoup. Mais en fait, progressivement, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que l'idée, la suggestion fondamentale de l'écologie politique ces dernières années, qui consiste à dire, pour résumer de manière schématique, pour résoudre nos problèmes écologiques, il faudrait qu'on se reconnecte au vivant, qu'on se reconnecte aux non-humains, à la nature, etc. Cette conception-là, pour moi, elle ne répondait pas en fait à la spécificité du moment capitaliste actuel, qui est pour moi caractérisé par un hypercolonialisme, qui n'est pas la même chose qu'un colonialisme. Pourquoi hypercolonialisme? Parce qu'en fait, le capitalisme a tissé des relations de subsistance, tu l'évoquais tout à l'heure de manière assez concrète. Le capitalisme, et là je suis complètement d'accord, c'est une écologie aussi. C'est-à-dire c'est une manière d'agencer le monde, c'est une manière d'agencer les entités du monde, les forêts, c'est une manière de catégoriser le monde, de le mettre dans un flux d'énergie, de consommation, de production. Donc c'est un système quoi, qui est proposé. C'est un système qui gouverne en fait les ressources du monde, les matières premières du monde, les entités du monde, etc. Donc, et là, en faisant ça, en fait, le capitalisme s'est immiscé dans tous nos modes de subsistance, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient en termes de mobilité, qu'ils soient en termes de travail, qu'ils soient en termes de santé, par exemple. On dépend d'une santé capitaliste, technologique, scientifique, etc. Et donc, aujourd'hui, il est assez compliqué de s'en extraire par magie, même si, en tout cas, moi, j'en rêve. C'est quelque chose qui est un idéal, pour moi, qui a toujours été un idéal politique. Mais d'un point de vue pragmatique, j'observe que des millions et des millions de personnes sont prises dans cette cage de fer que nous, on appelle la technosphère, qui est un concept que je vais expliquer dans deux secondes. Et qu'en fait, le vrai problème de l'écologie politique, ce n'est pas forcément, ou en tout cas en complément de cette idée qu'il faut se reconnecter au vivant, il faut en amont d'abord arriver à détricoter, démanteler nos relations de dépendance vis-à-vis du capitalisme et de ses infrastructures. Alors c'est quoi justement ce capitalisme, ces infrastructures et cette technosphère? Pour nous, vous savez, il y a depuis quelques années, on entend parler beaucoup de ce concept d'anthropocène. Ce concept d'anthropocène a été mis en évidence par des géologues qui, en fait, comme tous les géologues d'habitude, ils font des extractions de croûte terrestre, et avec ça, ils lisent l'histoire de la Terre, du système Terre. Et donc, progressivement, la dernière petite couche qu'ils observent, c'est une couche faite de CO2, de plastique, de résidus de l'activité industrielle, et y compris par exemple de poulet, parce qu'enfin dans le monde on consomme tellement de poulet qu'aujourd'hui le poulet, les ossements de poulet, les traces géologiques du poulet sont devenus un marqueur fort de la géologie. Imaginez quand même le truc, quoi. Et donc tout ça, c'est ce qui permet aux anthropologues, aux géologues, aux climatologues aussi, de dire nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et ça c'est important, on n'est pas dans une crise écologique, nous entrons, nous basculons, justement c'est le thème de ce festival aussi,
nous basculons dans une ère nouvelle, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de complètement inédit. Ce n'est pas une crise et qu'on essaye en fait de faire revenir à la normale. C'est un basculement, c'est une sortie de route, c'est une bifurcation, ce que vous voulez. Et donc, les géologues, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils essayent de mesurer justement le poids de cet impact géologique, et ils appellent ça la technosphère, comme une alternative à l'évocation de la biosphère qui représente le vivant, le terrestre, le naturel entre guillemets. Et la technosphère serait en fait nos infrastructures, c'est-à-dire nos routes, nos hypermarchés, nos entrepôts, le périphérique, nos hôpitaux, les aéroports, les bateaux de croisière, enfin la Seine dans laquelle on est, sur laquelle on est, les ports, etc. Donc tout ça, les immeubles, le béton, les infrastructures numériques, technologiques, les câbles, tout ça compose la technosphère. Et donc, nous, on pense qu'il faut renouveler une écologie politique déconnexionniste, pas juste reconnexionniste vis-à-vis du vivant, mais aussi déconnexionniste, c'est-à-dire qu'il faut se déconnecter, il faut programmer, il faut penser, planifier cette déconnexion vis-à-vis de cette technosphère. Et moi, je dis souvent, en fait, on a eu l'habitude ces 20 dernières années de penser l'écologie politique depuis la relation humain-non humain, humain-animaux, etc. Ce qui est vraiment très intéressant et je n'ai pas du tout de critique vis-à-vis de ça. Mais on a oublié, en quelque sorte, de penser l'écologie politique depuis un parking, depuis un supermarché, depuis le périphérique, depuis toutes ces instances qui pourtant, en fait, gèrent quotidiennement la vie de millions et de millions et de milliards de personnes aujourd'hui. Les chaînes logistiques, les entrepôts, etc., etc. Et donc, le problème, c'est que face à ça, il y a plusieurs réponses qu'on peut avoir. La réponse du capitalisme classique, c'est de dire, bon, c'est vrai que notre technosphère, c'est vrai que tout notre monde matériel, nos systèmes économiques de production, de consommation, de distribution, etc., sont pas bons. D'accord ? Mais le capitalisme est fondamentalement bon en termes de finalité. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, nous disent les théoriciens du verdissement du capitalisme, c'est qu'on rende notre machine propre. C'est tout simplement ça. Et l'écologie, la transition écologique, la transition énergétique aujourd'hui est essentiellement monopolisée par ce discours-là, qui consiste à dire, par exemple, là en ce moment on travaille sur les piscines municipales en France, il y a énormément de piscines municipales, c'est un des premiers dossiers de la transition forte à gérer, dans tous les territoires depuis 30 ans, 40 ans veulent leur piscine, etc. Piscine qui est une super entité par ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc la stratégie c'est de dire, on va changer les anciennes turbines, les anciennes chaudières des piscines, on va isoler et comme ça on va gagner la transition, on va réussir la transition des piscines. Un micro-dossier dans la transition. Et en fait, on se rend compte, nous, que ce n'est pas vrai. Depuis 20 ans, les piscines les plus écolos, etc., vu qu'en fait, on leur adosse de nouveaux usages, des trampolines, des jacuzzis, des saunas, etc., en fait, les nouvelles piscines écolos consomment 1,5 à 2 fois plus que les anciennes piscines, par exemple. Donc ça c'est des choses très concrètes et qui montrent bien que le paradigme du verdissement, de la transition énergétique, de l'écologisation de nos moyens de production, etc., n'arrive pas à répondre à la problématique. Donc ça, on va dire que c'est pas bon. Et là, dans ce paradigme-là, il y a encore d'autres solutions qui sont en train d'être mises sur la table. Par exemple, la géo-ingénierie, de manipuler le système Terre pour pouvoir rattraper les 2 degrés qu'on est en train de perdre, etc., pour essayer de piloter en fait le climat du monde à partir d'une nouvelle ingénierie à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est le technosolutionnisme. On va dire que d'un point de vue pragmatique, il y a beaucoup de problèmes. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça prendrait des heures, mais c'est une solution que nous, on écarte. La deuxième solution, effectivement, c'est de considérer que le monde sera capable de produire tellement d'alternatives. C'est un peu le paradigme des alternatives. Les alternatives en termes de modèles de production, les alternatives agroalimentaires. Ça, c'est un champ absolument essentiel et absolument génial. Mais il y a un implicite qui, à mon sens, pose problème, qui consiste à dire,
en fait, ce monde-là des alternatives, du bio, de la bio, des petites fermes, etc., ça va être un monde tellement attirant, tellement intéressant, y compris avec des modèles économiques, de sociabilité, de nouvelles coalitions avec le vivant, etc., que ce monde-là va, par lui-même, comme ça spontanément, attirer suffisamment de gens, parce qu'on aura déployé des nouveaux imaginaires, ça c'est souvent quelque chose qu'on entend, et donc cette bascule va se faire un peu automatiquement. Et le problème, c'est que nous, on observe que depuis 10 ans, en fait, il y a bien évidemment des transfuges, des gens qui sont pris dans la technosphère. Et d'ailleurs, les médias adorent évoquer ça. Le marketeur d'HEC qui part vivre, élever des chèvres, l'ingénieur qui en a eu marre de l'urgence climatique, qui développait des applications web qui ne servaient à rien, et boum, il va faire de l'apiculture en Auvergne, etc. Ça, c'est... Bien évidemment qu'il y a des transferts comme cela, mais il n'y a pas de réelle bascule. Et donc, aujourd'hui, il faut faire passer à un autre niveau, et c'est celui qu'on essaye de défendre nous, c'est-à-dire l'héritage et la fermeture. Hériter du capitalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout pas l'hériter dans un bon sens du terme, c'est-à-dire en disant « Ah, bah, c'est un super truc, ça nous a... voilà, ça nous a permis quand même de... » Non, c'est pas du tout ça. Hériter du capitalisme, ça veut dire hériter parce qu'on n'a pas le choix. Hériter malgré nous, un héritage noir, des tonnes d'affaires à régler, un deuil à organiser, enfin, la galère totale, quoi. Mais il faut y aller, quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis dans cette gestion d'un deuil très compliqué à faire. Donc ça, c'est la vision qu'on défend pour aller vite de l'héritage. Et ensuite, bien évidemment, cet héritage, il ne faut pas juste l'hériter, il faut le fermer, c'est-à-dire il faut le solder, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de savoir justement comment tu fermes un périphérique, comment tu fermes un hypermarché, comment tu fermes des équipements sportifs dans les villes qui sont devenus complètement incompatibles avec les limites planétaires, etc. Donc ça veut dire une écologie qui met un peu les mains dans le cambouis, non pas de la terre au sens de revenir à la terre, etc., mais une écologie qui démantèle le capitalisme, qui le planifie. Et donc là, le problème, c'est qu'on a besoin de nouveaux concepts. C'est pour ça que nous, on évoque la question de la désinnovation, la question du décommissionnement, de la déscalarité, etc. Donc on propose une nouvelle grammaire qui permette aux acteurs de pouvoir en fait se rendre compte que pendant 150 ans de la modernité industrielle, on a appris à ouvrir des nouveaux horizons, à faire des projets, à produire de l'innovation, de la croissance, etc., de la reprise du monde continuelle, et que là, il va falloir apprendre à fermer les choses. Et fermer les choses, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, dont l'Occident n'a pas l'habitude, et ça pose 3 problèmes. Déjà, cosmologiquement, l'Occident est un collectif d'acteurs qui a du mal à penser la non-projection ou une certaine sobriété cosmologique. Donc ça, c'est un argument plutôt anthropologique, et on essaye de nous mettre en perspective cela avec d'autres manières de penser la projection ou pas des sociétés. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir faire organiser cette fermeture, on a besoin de nouvelles institutions, de nouveaux arts de l'arbitrage. Et c'est pour ça que nous, on propose justement de penser des protocoles de renoncement, des protocoles démocratiques, comme ce qu'on a mis en place avec la ville de Grenoble et des citoyens qui ont été tirés au sort pour qu'ils décident eux-mêmes quelles sont les infrastructures, les équipements, etc., dont on est attaché vraiment, qui sont sacrés, qui sont absolument essentiels, etc., et ce à quoi on peut renoncer, c'est-à-dire qu'on peut fermer, parce que si on ne ferme pas, on n'arrivera pas à boucler nos objectifs, nos engagements climatiques, notre responsabilité écologique, etc., etc. Et la troisième dimension, en plus de cet aspect cosmologique et cet aspect démocratique, politique, c'est qu'il faut techniquement penser des nouvelles compétences, des métiers qui en fait organisent ce démantèlement.
Et donc nous, là, on porte notre attention vers des gens qui ont été complètement écartés du capitalisme euphorique, et on fait un terrain justement sur ces questions-là. Sur ces questions par exemple, les liquidateurs, les séparateurs, les décommissionneurs, ce que moi j'appelle les peuples de la fermeture, et qui en fait sont ceux qui permettent à nos vies collectives de pouvoir malgré tout être relativement sereines dans un capitalisme qui pourtant cache toute cette capacité de fermeture que les gens ont d'habitude quotidiennement. Voilà un petit peu pour résumer. Merci. Même remarque, on a évidemment beaucoup de questions et l'un avec l'autre est déjà en relation ou en différence l'un avec l'autre. Mais voilà, comme on va essayer en tout cas de regrouper les trois interventions les unes à la suite des autres pour créer ce moment de partage et de réflexion collective. Du coup, on va te donner la parole maintenant, Yann, si tu veux bien. Oui. Très bien. Tout à fait. Bon, pardon, je me mets en partage. Voilà, et je mets ça. Je suppose que vous voyez grosso modo, mais je vais me débrouiller sans le... Alors, je me présente, si vous voulez. Au fond, je rajouterai à ce qu'a dit Antouta, qui était très bien, que la question écologique, pour moi, est complètement centrale, puisque, au fond, la chose sur laquelle je suis intervenu sur le capitalisme et l'évolution du capitalisme, c'est d'abord qu'il avait compris, lui, ce qu'étaient les externalités positives, qu'il était un extracteur, non pas simplement des externalités classiques, qu'on dirait les externalités d'environnement, mais des externalités culturelles, ça c'est compatible avec un marxisme un peu rénové, mais qu'il était extracteur, à la fois extracteur des externalités positives, et il se débarrassait des externalités négatives au sens homo detritus et poubelle, et que c'est extrêmement frappant comme c'est un régime qui a dégradé à une vitesse grand V l'environnement. Cela dit, si vous lisez Homo domesticus, vous vous apercevez, ce qui est un peu désespérant, que chaque fois qu'il y a eu une grande présence humaine en population qui occupe des sols depuis de 5 à 6 000 ans, elle les a allègrement transformés en désert. Donc, ça ne suffit pas d'imputer simplement au capitalisme la dégradation. Je pense que dans le passage du paléolithique au néolithique, il y a déjà en germe des transformations fondamentales de la nature, du rapport à la Terre, à la mobilité, à la pression sur la planète qui est extrêmement fort. Alors bon, moi, comme j'enseigne à la fois dans des écoles d'art et en économie, je suis placé, comme vous le voyez dans la cartouche ici, je suis bien placé pour voir que les questions d'ingénierie d'un côté, et il a été évoqué de façon intéressante par Diego, la bio-ingénierie qui est une fuite en avant extravagante, hein, qui est déjà mise en route en Chine, dans les provinces désertiques du Xinjiang et du Tibet, pour faire pleuvoir, en se fichant éperdument de la répercussion que ça a sur la mousson. Donc d'un côté, ça c'est le côté, j'allais dire, de l'utopie écologique, enfin du verdissement systématique de la technologie, mais qui tombe dans une des mesures absolument colossales. Parce que là, c'est l'apprenti sorcier. Mais de l'autre côté, j'insiste sur le fait que, ayant affaire souvent dans les écoles d'art à la pensée artiste, une pensée qui n'est pas rationnelle, entre guillemets, pas reçue dans les catégories, eh bien, elle permet d'aborder des choses, et notamment la complexité des problèmes, y compris et surtout des problèmes écologiques, que l'on a dans la question notamment de la caractérisation des externalités. En effet, si vous voulez, attendez, j'essaye de m'en aller, de glisser. En effet, un système complexe comme est l'exploitation par la technique et l'homo sapiens sapiens
de toutes les possibilités de la nature, natura naturans, y compris de la mettre au service de la nature naturée, eh bien, cette chose implique y compris de revoir les concepts de bifurcation. Et j'ai été tout à fait passionné par les deux exposés, parce que je trouve que dans tous les sens, ils montrent à la fois le premier qu'il se passe des choses, si vous voulez, que ce que les marxistes appelaient, les Italiens appelaient la composition de classe, c'est-à-dire les différents rapports, les alliances entre les différents types de travailleurs, etc., s'élargissaient à des alliés vivants, naturels, que, au fond, la composition d'une classe qui était saignée comme il faut dans ses possibilités, qui était vampirisée, ce serait peut-être le mot le plus juste, eh bien, comprend maintenant, de même qu'elle comprend la couleur de la peau, la race, le genre, plein de choses, elle comprend aussi la dimension écologique et elle comprend les acteurs, l'ensemble des vivants. Donc de ce point de vue-là, c'est un message qui est très intéressant sur la question du renouvellement des alliances et de la politique. Grosso modo, si j'ai bien compris ce qu'a dit Léna, c'est qu'elle dit que tant qu'on ne prend pas ça en compte, on est amené à radoter sur des alliances politiques qui sont d'autant plus vides qu'elles négligent les véritables alliés d'un combat écologique profond. De la deuxième intervention, j'ai retenu également, entre autres choses, qu'on ne peut pas se passer du poids historique du capitalisme, de l'extractivisme, et que les décisions, tout le greenwashing et la chose qui concerne à verdir des techniques, à verdir des capitaux financiers, au fond, sont insuffisantes si on ne va pas plus à la racine. Donc pour moi, c'est très positif parce que, si vous voulez, on est en train de se coltiner ce que j'appelle un peu une sorte de révolution culturelle réelle qui doit précéder la politique si on veut faire de la politique autre chose que le spectacle le plus souvent affligeant que l'on a. Et c'est un peu le programme qu'on avait dit dans le lancement de Multitude en disant qu'il fallait prendre la politique de revers là où on ne l'attendait pas et par la culture, par une compréhension de la science qui n'est pas scientiste et qui n'est pas progressiste linéaire au sens d'un positivisme qui devient de plus en plus insupportable face aux évidences qui nous sont administrées. Alors, le thème qu'on nous a proposé de réflexion, c'est bifurcation. Et moi, la question que je pose tout de suite, c'est bifurcation, la grande bifurcation, le tournant, et patali et patala, ou non seulement bifurcation au pluriel, mais les multi-bifurcations. Et je pense que les multi-bifurcations au pluriel s'opposent à un récit linéaire de la bifurcation. En effet, la déviation, la divergence, le raccourci sont pensés quand on parle de la bifurcation, eh bien, elles sont pensées à partir d'une seule trajectoire. Et c'est en ça que je ne partage pas un catastrophisme universel qui pousse d'ailleurs quasiment au désespoir et à s'auto-nier comme vivant et comme ayant une descendance. Je pense que il y a des trajectoires, il y a même des choses qui ne sont pas linéaires, et contrairement à un organisme, le corps humain, où si vous tapez bifurcation, vous allez tomber surtout sur la bifurcation aortique, la partie qui irrigue de l'artère aorte, qui irrigue tant le visage que le cerveau, que la boîte crânienne. Eh bien, cette idée-là, ça suppose un point privilégié. Ça suppose, et vous voyez bien que toute la pensée politique se rue là-dessus, parce que l'idée que le problème est aussi simple que celui d'une route, d'un but vers lequel cette route tend,
et de la possibilité de prendre un chemin de traverse ou de tendre des embuscades, bah, évidemment, c'est une simplification, je dirais, dangereuse, insupportable, idiote, parce qu'il n'y a ni unicité du chemin linéaire, qui est le langage favori des militaires et des politiques, même s'il peut y avoir, à un moment, des points d'explosion, des points de rupture de plan. Et c'est beaucoup plus complexe que, si vous voulez, dans un seul plan, il y a une déviation, hein, au sens de la circulation automobile, la bifurcation, le raccourci. Mais on peut aller plus loin. La bifurcation n'est ni un raccourci clavier ou réel, ni la dialectique. La dialectique en peau de lapin, qui est thèse, antithèse, synthèse, et tout va très bien. C'est pas moi, mais Althusser avait dit que si on remet Hegel, si Marx remet Hegel à l'endroit parce qu'Hegel était à l'envers, on n'a pas beaucoup changé les choses. Et je dirais que bon nombre de gens actuellement qui pensent qu'on va plier le capitalisme à une dialectique d'antithèse et qui aboutirait à une synthèse qui réconcilierait les espoirs de développement du capitalisme et les espoirs d'une planète viable, eh bien, c'est une dialectique, j'ai envie de dire, un peu infantile et infantilisante. Donc, la remise en cause globale, fermeture, démantèlement, implosion, enfin tout le vocabulaire, si vous voulez, de rupture radicale, doit quand même être, on doit l'avoir dans sa tête et le préserver soigneusement. Alors, je dirais, on peut dire que la caractéristique, si vous voulez, de la bifurcation actuelle, c'est le passage non pas de l'universel ou d'un univers à un autre univers, mais c'est d'un multivers, qu'est en réalité aujourd'hui la situation, parce que la situation est multivers. On ne peut pas, si vous voulez, congédier d'un revers de la main les progrès qui s'appuient sur la technostructure. On ne peut pas. Par exemple en santé, par exemple plein de choses, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais le problème, c'est que ce multivers réel, qui, comme ça a été très bien démontré dans les interventions précédentes, au fond mime des processus naturels, essaye de faire travailler la nature parce qu'il s'aperçoit que la productivité de la nature, par exemple le modèle biologique, est 1 million de fois plus intéressant que la productivité mécanique. Hein. La productivité mécanique, c'est de 1 à 10 000 fois. La productivité du vivant, c'est de 1 à plusieurs millions, voire plusieurs milliards de fois. Donc on sent très bien que cette puissance de la nature fait saliver largement, non seulement Monsanto, mais y compris des capitalistes qui pensent que tout va pouvoir se résoudre facilement et qu'il n'est que d'investir pour arriver à un résultat. Donc, je disais, la bifurcation, c'est celle d'un changement d'univers, qui est en réalité un multivers, à un autre multivers. Ce qui veut dire que l'idée d'une trajectoire de l'un à l'autre est largement trompeuse. Alors, évidemment, par exemple, il est très clair que par rapport à l'accentuation capitaliste qui est l'achèvement, si vous voulez, la révolution néolithique, pour reprendre le mot de Lévi-Strauss, la révolution industrielle, et je dirais aujourd'hui la révolution post-industrielle, n'est jamais que les 4 dernières secondes de la journée du passage du paléolithique au néolithique. Et ce passage, si vous voulez, a déterminé, et avec une présence très très forte et de plus en plus forte, il a déterminé une place de l'humain dans les vivants, dans la biosphère, une place du vivant dans le non-vivant, dans la Terre, peut-être une place même de la Terre dans l'ensemble
des planètes possibles, il a déterminé des places, et c'est vrai que si on basculait, on bifurquait, et on bifurque à mon sens, c'est déjà commencé dans un autre multivers, ces rapports sont profondément entamés, modifiés, etc. Alors, ce qui donnait la révolution culturelle des représentations et de l'humain, du rapport de l'humain aux autres humains, aux vivants non humains, aux éléments qui ne sont pas vivants, à l'invisible, tous ces rapports, ça précède, ça conditionne largement la politique possible, la politique comme art du possible. Donc on ne peut inventer la politique du possible et nouvelle que si on la situe dans ce cadre multivers. Alors, attendez, excusez-moi, je repousse un peu ma chose. Yann, j'en profite pour te signaler que le temps avance. Enfin, si on peut peut-être. Mais je sais, mais voilà, j'ai mesuré. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai mesuré. Simplement si pour te signaler, voilà, si on peut peut-être. Oui, mais je sais. Dans cette conversation dans moins de 5 minutes, ça serait formidable. Oui, mais attends, là j'ai un problème pour que mon ordinateur ne passe pas, ce qui me casse les pieds. Je ne sais pas pour quelle raison il refuse de passer au slide suivant. Mais bon, refuse de passer au slide suivant, donc je suis obligé de... zut, attendez. Voilà. Alors, là où je voudrais en venir, le slide suivant, c'est que si vous voulez, multi-bifurcation, passage d'un multivers pseudo-universel à un multivers véritablement pluriel, je voudrais en donner des exemples. Autrement dit, pour commencer par l'extractivisme du capitalisme, c'est évident que l'extractivisme du capitalisme s'est étendu aux externalités positives, à la captation des externalités positives beaucoup plus riches que le vieux concept de plus-value marxien, et ces capacités de planquer la poussière sous le tapis ou de rejeter les externalités négatives se sont agrandies, même si elles s'agrandissent tous les jours. Hein. Le scandale des diverses pollutions est hallucinant, on en découvre les choses, sauf que là, il y a des limites, comme par exemple la pollution nucléaire, parce qu'on est sur des échelles de temps, et que l'expression démantèlement dont parle Diego est très séduisante, au sens où, quand il s'agit de fermer une piscine, de renoncer à des choses, c'est faisable et c'est démocratiquement mené. Le démantèlement d'une centrale nucléaire, vous savez que pour l'instant, on est dans des centrales qui fonctionnent pendant 20 ans ou 40 ans et qu'il faut 50 ou 60 ans à fermer. Je vous rappelle le référendum sur Bure, enfin les questions d'enfouissement des déchets, etc. Alors, le paradigme de la pollinisation, je n'y reviendrai pas, mais si vous voulez, vous rendez bien compte que si on prend au sérieux la pollinisation, vous voyez bien que la production de valeur par la pollinisation n'a absolument rien à voir avec des itinéraires. Je ne sais plus qui avait remarqué que les abeilles, le mouvement des abeilles est tout à fait brownien, j'ai presque envie de dire quantique, et n'a rien à voir avec un atomisme simpliste. Le troisième point que je voudrais donner, c'est l'exemple des coupes de bois qui a été excellemment mentionné par Léna. Et moi, j'ai essayé de montrer, là, dans un bouquin sur lequel je suis en train de travailler, La Société Pollen, que si vous voulez, actuellement, le prix d'une coupe de bois, si on voulait aboutir à une extraction possible, durable, du bois, ça impliquerait de limiter férocement les coupes de bois, de poursuivre l'âge des forêts, de les laisser mourir au moins les arbres jusqu'à 150 ans. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est entre 30 et 40 ans, d'empêcher la monoculture, de tenir compte des taux d'intérêt, et ça nous mène à des prix de la coupe de bois qui sont non pas de 99 $ à l'hectare, mais quelque chose comme 6 fois plus.
Donc vous voyez que bon, c'est un des exemples de parallèle. Mais je vais terminer rapidement par deux choses dans cet itinéraire des bifurcations, je voudrais prendre un exemple positif, deux exemples positifs qui montrent que la politique devrait s'en inspirer. C'est la guêpe devenue abeille, c'est-à-dire que paradoxalement, les abeilles sont des filles des guêpes dans l'histoire de l'évolution. Ça veut dire qu'au départ, on a des insectes comme les guêpes, les mouches, qui grosso modo sont carnivores ou pondent leurs larves dans les cadavres des vivants qu'elles tuent. Et comme vous le savez, bien qu'elles aient une structuration sociale, c'est-à-dire en groupe, ce qui n'a pas toujours été le cas, jouent un rôle indubitable techniquement dans l'environnement, c'est un peu les éboueurs de l'environnement, les éboueuses de l'environnement, mais ce qui est très surprenant, c'est que les abeilles sont sorties des guêpes à travers, au fond, quelque chose qui est qu'elles sont devenues végétariennes et qu'elles ont organisé beaucoup plus fortement leur structure et que surtout, c'est les échanges des abeilles, c'est-à-dire le mouvement de pollinisation qu'elles accomplissent, qu'elles le veuillent ou non, qui au fond est la véritable richesse, la contribution majeure des abeilles à l'environnement, à côté de quoi la production de cire et de miel est ridicule. Elle est 5000 fois, entre 5000 et 980 fois plus petite. Donc ça veut dire que l'économie est complètement tordue et n'a pas compris, y compris si on fait le passage des abeilles aux humains, l'importance de l'interdépendance, on peut dire aussi des formes démocratiques de structuration de la société du macro au micro niveau dans la production de valeur et que c'est l'interdépendance qui nous enrichit et pas l'inverse. Et l'autre exemple que je vais prendre qui est tout à fait positif, c'est quand il est arrivé une bifurcation très fâcheuse, humaine d'ailleurs, qui a consisté à importer pour des marchandises dans des containers en bois d'Asie, des marchandises, eh bien, on a libéré, notamment à Bordeaux, le frelon asiatique, qui, comme vous le savez, a la particularité désagréable de s'attaquer de façon majoritaire aux guêpes, c'est-à-dire qu'il est omnivore, il bouffe les guêpes, il est 5 fois plus grande qu'elles, les abeilles, il est 5 fois plus grande qu'elles, il se nourrit des larves et de la cire, du miel. Bref, c'est un véritable ravageur et on a vraiment pensé que les abeilles européennes allaient mourir. Or, je me souviens, c'est Pascal Pic qui m'avait raconté cet exemple stupéfiant qui peut nous encourager et penser que les abeilles humaines seront résistées à des offensives de frelons prédateurs extractivistes. Eh bien, elles ont trouvé une technique qui est la fuite. J'ai beaucoup aimé ce que Léna en a dit. J'ai beaucoup exploré la fuite comme une arme positive et pas violence contre violence, dialectique contre dialectique. Elles ont appris à fuir, à se rassembler, de laisser le frelon asiatique rentrer à l'intérieur de la ruche et à se mettre à 200 à 300 autour de lui et de battre des ailes, ce qui fait monter la température de telle sorte que le frelon meurt. Et non seulement elles ont acquis cette technique, mais elles la transmettent de ruche en ruche. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait satisfaisant. Alors, je terminerai, au fond, si l'on veut, dans le nouveau, si vous voulez, dans la position par rapport au capitalisme cognitif, je dirais peut-être que par rapport à la vision un peu encore chaussiste et très peu cognitive du capitalisme comme équipement lourd, si vous voulez, qu'a développé Diego et qui pense surtout au démantèlement, effectivement, des équipements genre périphériques, genre l'empreinte forte sur la Terre, je pense que le capitalisme cognitif, il est déjà au-delà. C'est-à-dire qu'il a compris que les externalités positives humaines étaient ce qui était intéressant, et c'est ça qu'il essaye de développer. Et il le développe en réussissant à contourner, y compris sa propre règle, c'est-à-dire la règle
en apparence fondamentale du capitalisme, qui serait que tous payent, et en inventant du gratuit de plateforme pour la pollinisation humaine dont il s'accapare les externalités positives, voire Facebook et quelques autres. Donc, la vraie stratégie par rapport à ça, c'est la revendication d'un revenu d'existence qui réclame non pas la redistribution du fruit du travail classique, du salariat, y compris des non-salariés, mais c'est le revenu d'existence qui rétribue l'interdépendance pollinisatrice des humains. Donc je dirais que ça, c'est une des choses qui désactive. Je parlerai là de démantèlement, désactivation du salariat comme régime quand même dominant encore de l'équipement du capitalisme, par rapport auquel d'ailleurs les équipements matériels du capitalisme sont relativement faibles en termes de cumulation, y compris l'accumulation de la population mondiale. Par rapport à la fermeture, j'insisterai sur le rôle de la fuite, comme ça a été dit, et la construction d'alternatives, de co-convergence, de co-interdépendance, et au fond, du faire à quelqu'un, ce qui est l'exercice d'un pouvoir, au développer sa puissance intérieure, son conatus, comme aurait dit Spinoza, et ce qui me paraît la chose fondamentale. Alors, il me semble que, par exemple, si vous regardez ce qui s'est passé pendant la Covid et la suspension de l'économie, ce qui est un drôle de démantèlement, une suspension provisoire, mais qui a montré d'ailleurs qu'elle était viable, qui n'a pas conduit à la catastrophe, à l'apocalypse, etc. Si vous regardez cette suspension, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que la valeur de la puissance, mais de la puissance comme développement du conatus, de ses possibilités internes, donc de l'interdépendance de l'humanité, de la co-convergence des vivants, de la co-convergence avec le biotope et la biosphère, est beaucoup plus importante. C'est la seule d'ailleurs qui est légitimante, mais elle est beaucoup plus importante que la lutte de pouvoir au sens d'exercer le pouvoir, au sens de la capacité de faire à quelqu'un d'autre quelque chose qu'il ne veut pas, ou qui va le miner, ou qui l'empêche d'habiter la terre, comme ça a été développé à propos des cotonniers ou de ceux qui travaillent dans l'industrie polyvalente, polyverse et polymorphe du capitalisme cognitif. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et je salue vraiment les interventions précédentes qui ont été, je trouve, très très stimulantes. Voilà, j'en ai fini. J'ai le sentiment que le débat est déjà lancé. En tout cas, il y avait des rebonds et entre évidemment de Diego à Léna, puis de Yann à Diego aussi quant à la question du démantèlement. Moi, j'aimerais peut-être vous interroger les uns et les autres, non pas peut-être sur vos différences, mais sur une question qui m'a travaillé durant l'ensemble de ces interventions, à savoir quels sont les leviers politiques en fait qui doivent être défendus. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment, en tout cas c'était le mien, que dans la première intervention, au fond il s'agissait davantage de quelque chose qui relevait de la décision. Il s'agissait de décider que les non-humains peuvent être nos alliés politiquement. Dans la deuxième intervention, le motif démocratique, une sorte de croyance en fait dans un processus démocratique, semblait prendre le devant, alors même que la démocratie semble ne pas aller de soi de manière si évidente. Et enfin, dans la troisième intervention, en espérant ne pas caricaturer ton propos, j'ai eu le sentiment qu'on en allait jusqu'à naturaliser en quelque sorte les bifurcations à venir, au fond que toutes les guêpes sont en train de devenir des abeilles sans un levier politique nécessaire
à celui-ci. Question subsidiaire à la réponse, en tout cas à la formulation d'une bifurcation à venir, qui est celle du revenu universel, qui pourrait faire écho à ce qui a été évoqué par Diego quant à ce qui se joue en ce moment du côté du droit de la nature émergent, qu'on discute de plus en plus par chez nous aussi en Europe, à savoir, est-ce que, c'est une question que j'aimerais poser à Yann, en fait, est-ce que ce revenu universel ne devrait concerner que les humains, au fond? Est-ce que, il y a un certain nombre de gens qui travaillent maintenant là-dessus, est-ce que les forêts ne pourraient pas toucher, au fond, des revenus si elles peuvent ester en justice, si elles peuvent être représentées par d'autres, et que des entreprises ont des comptes bancaires, pourquoi si des personnalités juridiques non humaines, en l'occurrence des gouvernements, des sociétés, peuvent avoir des comptes bancaires, et bien pourquoi pas des forêts, des non-humains, et ça renverserait en fait tout le système de comptabilité capitaliste. Donc ce revenu universel, parce qu'au fond, le produit de la pollinisation sur Facebook, on comprend bien que ce sont les humains qui le produisent, mais la pollinisation réelle, c'est évidemment les abeilles qui le font. Donc elles pourraient être aussi rémunérées pour cela. Voilà, donc je voudrais peut-être revenir sur cette première question du levier politique, en fait. Est-ce que cette démocratie va de soi, ou est-ce que... Voilà, comment ça... Ah oui. Mais écoutez, sur la question des forêts, tu ne crois pas si bien dire, puisque ce que Pavel Souka, qui a rendu le rapport à l'ONU, explique, c'est que si on veut arrêter les coupes de bois et les coupes rases et l'exploitation industrielle d'une forêt, qui, grosso modo, les fait vivre, ça ressemble à des batteries d'élevage où on tuerait les cochons, où on tuerait les bêtes pratiquement dans ce qui correspond même pas le premier tiers de leur existence. Hein. Eh bien, ça suppose, alors c'est un argument technique, de dire aux possesseurs des forêts, alors soit c'est les forêts publiques, soit c'est les forêts sur lesquelles veillent les Yanomami en Amazonie, soit c'est des forêts qui sont possédées par des privés. Dans tous les cas, ce que l'ONU détermine aujourd'hui en comptabilité, c'est que une forêt tropicale humide, qui constitue le gros morceau des forêts qui restent encore debout, il faut considérer que quand on n'y touche pas, on ne l'extrait pas, d'accord ? Elle rapporte pratiquement une centaine, et comme les calculs datent de 3 ou 4 ans, il faudrait rajouter probablement, ce serait 100-110 $ par hectare. D'accord ? Ça constitue un capital. Mais moi, j'ajoute que si on n'a pas une vision purement extractiviste, mais qu'on pense que les services rendus par la forêt aux vivants sont tellement fondamentaux, sont tellement complexes et produisent non seulement de piéger le carbone, mais la reproduction du vivant dans tout son ensemble. Ça a été évoqué comme par exemple la synergie entre les champignons, les racines, la communication des arbres. C'est tellement fondamental, sans compter, je dirais, les externalités positives des forêts sur le psychisme des gens, hein, alors que la déforestation produit de sérieuses externalités positives psychiatriques, enfin négatives. Eh bien, pour moi, il faut assurer aux forêts qu'elles vivent 150 ans, hein, et que par conséquent, on considère il faudrait les rémunérer, hein, le coût d'opportunité d'abattre un hectare, ça devrait être rémunéré à 6 fois ce prix. Si c'est sérieux, et si on veut peser les divers choix, et on voit tout de suite que ça rend les coupes de bois, les débouchés des coupes de bois, absolument ridicules. Parce que aujourd'hui, quand on parle, j'ai vu que la Norvège veut faire des tours entre 40 et 60 mètres de haut, en remplaçant le béton et le ciment, qui est extrêmement, comme vous le savez, énergivore, producteur de gravats et de saloperies terribles, même quand on a recyclé le fer qu'il y a dedans, le béton armé, eh bien, on veut remplacer par des arbres. Mais on veut remplacer des arbres actuellement parce que le prix de la coupe de bois est à un niveau ridicule.
Et donc, si on veut empêcher ce massacre et éviter la pression qui d'ailleurs s'accentue sur les restants de la forêt mondiale, qui est essentiellement une forêt tropicale humide, il faut multiplier le prix par 6 et effectivement créditer en comptabilité écologique la forêt de ses moyens qui lui donnent des possibilités de se défendre, et non pas d'être une personnalité juridique dans laquelle on pose des offrandes comme Pachamama avec aucun levier réel, y compris celui de payer des avocats, y compris celui de payer des gardiens qui empêchent les seringers brésiliens ou les multinationales du soja de tuer à la lettre de la Covid des tribus entières de Yanomami parce que c'était eux les gardiens de la forêt et que c'est quand même beaucoup plus commode quand ils sont plus là de faire ce qu'on veut dans les forêts. Alors moi il me semble qu'on arme comme ça. Alors la deuxième chose c'est que le revenu universel par rapport aux humains, c'est quand même nous qui avons la responsabilité aujourd'hui, y compris de la gestion planétaire. Et je trouve que les jeunes générations intériorisent très fort ce sentiment et on ne va pas leur dire c'est pas vous, vous n'êtes pas responsable. On va dire oui, nous sommes responsables. Et être responsable, pour pouvoir être responsable, il faut des lanceurs d'alerte, il faut intensifier le travail de pollinisation, diminuer la consommation de sucre, donc de miel. Il ne faut pas avoir peur de dire que l'abus de miel, de betterave à sucre et de canne à sucre est un désastre. Je ne vais pas vous faire un cours sur les ravages de la canne à sucre sur l'exploitation des sols. Donc il faut avoir le courage de dire ça. Et un des leviers, mais des leviers politiques immédiats, c'est cette quête, c'est cette exigence de revenu universel dont on voit qu'il est sur la table, alors qu'il se travestit de 25 façons différentes parce que chacun veut sa version. Mais déjà, si on arrive à pousser dans la légitimation de ceci comme rétribution, comme on rétribue les arbres pour le service qu'ils rendent, comme rétribution des vivants pour leur contribution à la puissance du vivant, on fait des pas colossaux dans la compréhension de ce qu'est la politique, de ce qu'elle a pour objectif aujourd'hui prioritaire. Pas de souci. Pour la question du levier politique, pour moi, c'est quelque chose d'inédit qu'il faut inventer. Donc, j'ai essayé un petit peu évoquer ça, mais doucement. Le problème, je vais essayer d'exposer le problème par rapport à un cas très concret qu'il y a en ce moment même en Auvergne. Moi, j'habite à Clermont. Donc, il y a, vous savez, à côté de Clermont, il y a une ville qui s'appelle Volvic. Et Volvic, il y a bien évidemment les sources d'eau qui sont pompées par l'entreprise que vous connaissez très bien et qui produit des bouteilles d'eau en plastique, etc. Et donc là, en l'occurrence, il y a un problème parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 45 jours de canicule par an. C'est des stress hydriques qui commencent à vraiment pointer du doigt à partir de mars, avril, etc. Et donc, ça va se poser de plus en plus. Et donc, concrètement, d'un point de vue très concret, Volvic est amené à changer complètement de statut. Il faut qu'on trouve une solution pour Volvic, parce que si on ne trouve pas cette solution, il risque d'y avoir des pénuries d'eau, il risque d'y avoir des conflits d'usage, des conflits de propriété, etc. Le problème, c'est que dans la matrice classique politique, on va se dire, si il y a un problème avec cette entreprise qui privatise un bien commun, l'eau, sacrée, etc., la réponse classique on va dire socialiste ou coopérativiste, c'est de dire on va transformer cette entreprise en coopérative. Et donc, par exemple, une CGT forte pourrait prendre en main cette entreprise et du coup, peut-être continuer à l'exploiter, mais au moins elle sera sous un statut coopératif commun ou un commun, etc. Le problème, c'est que ça ne répond pas à la question de ne plus exploiter cette... Nous, on a eu le même problème quand moi je travaillais pour le gouvernement bolivien, c'est-à-dire que tu avais tous les ingrédients de la pensée de gauche
quand on est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y avait eu une révolution, il y avait des coalitions inédites, y compris des coalitions ontologiques, c'est-à-dire humain, non humain, Pachamama, tout le truc. Il y a eu une assemblée constituante très intéressante et tout ça. Et là, le premier jour où Evo Morales arrive au pouvoir, il nous convoque tous les conseillers, etc. Il nous dit, bon, bah, on a 15 jours pour régler le problème de la nationalisation des hydrocarbures. Il faut qu'on arrive à nationaliser les hydrocarbures. Et là, tout le monde se regarde un peu. Toi, tu sais comment tu t'as déjà nationalisé, toi, un truc Bah non, moi non. Il y a eu personne qui avait nationalisé quoi que ce soit depuis les années 50. Donc il n'y avait plus d'actifs, il n'y avait plus d'entreprises qui pouvaient prendre le relais d'une nationalisation. Est-ce qu'il y a des ingénieurs? Bah non, tous les ingénieurs pétroliers étaient souvent des expats qui étaient venus. Qui s'occupe de rédiger le droit pour nationaliser le truc? Bah non, il n'y a plus personne qui, après 70 années de néolibéralisme, bah, il n'y a plus personne qui sait rédiger un truc qui redonne le pouvoir à l'État, donc c'est la galère. Donc il fallait attendre au moins 5 ans de renouveler techniquement, administrativement, financièrement, toute l'entité et surtout stratégiquement, qu'est-ce que ça veut dire une fois que tu as nationalisé le lithium, le gaz, etc., tu continues à l'exploiter, tu le vends dans un marché spéculatif, etc. Ou est-ce que tu l'arrêtes, tu le fermes, justement? Et ça, c'est les questions Et donc, en fait, le problème, c'est que l'État, au sens classique, la réaction spontanée, c'est de dire, quand on a un problème, bah, il faut qu'on repasse par l'État ou qu'on repasse par les formes classiques de la démocratie. Moi, je pense que ces deux réactions classiques sont incompatibles avec la situation inédite qu'on a, parce que l'anthropocène change tout. Donc l'État, je veux dire, les énarques ne régleront pas, ou l'administration publique française ne réglera pas la question de l'anthropocène, du changement climatique, etc. Moi, je pense qu'il faut du coup, par exemple, réfléchir à un anti-État. Un anti-État, c'est un moins-État en quelque sorte. Un anti-État, ce n'est pas d'État ou absence d'État. Bien au contraire, c'est un État fort, mais qui organise l'euthanasie du système, c'est-à-dire l'accompagnement très très particulier, planifié, très complexe, avec sécurisation de toutes les trajectoires des individus et qui nécessite du coup de bâtir des choses, des systèmes qui vont permettre de faire atterrir doucement les gens qui sont dans les hypermarchés, les gens qui vendent des smartphones dans la rue, les gens qui sont pris par le périphérique toute la journée, etc. Il faut organiser un déménagement du monde, et ce déménagement entier du monde, bah, il faut le rendre opérationnel par des instances, des institutions, mais qui n'existent pas. Parce que l'État a toujours été un État développeur qui réinvente, aussi extractiviste, productiviste, etc. Mais en même temps, tu ne peux pas juste, à mon avis, à mon sens, dire bah non, pas d'État et que la pollinisation ou que les initiatives et les alternatives, etc. Mais c'est caricatural, bien sûr, ce que je dis. Hein. Mais on a besoin, en fait, paradoxalement, d'un État qui pense sa propre mort, qui gère sa propre mort, et bien évidemment la mort d'un système. Et moi, je pense qu'il y a une institution qui est très intéressante pour faire cette bascule-là, c'est la notion d'assemblée constituante. Parce que l'assemblée constituante, c'est une sorte de moment où on revirginifie un système politique. C'est un moment où tu dois décider, tu dois négocier qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte pas, qu'est-ce qui a une densité, qu'est-ce qui n'a pas de densité, qu'est-ce qui a une intensité, qu'est-ce qui n'a pas d'intensité. Et en Bolivie, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui a été très imparfaite et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait utiliser une nouvelle forme d'assemblée constituante pour programmer cet atterrissage. Mm-hmm. Comme tu veux, je sais pas, c'est toi qui es maître du temps. Vas-y. J'entends pas ce que vous dites. Alors, pour ce qui est de ta question, pour moi, non, le levier, c'est pas juste, il s'agit de décider d'être allié avec les non-humains, parce qu'en fait, c'est une affaire... décider, c'est un peu... ça paraît être chacun dans son coin, puis hop, voilà. En fait,
Non, il s'agit de cultiver une mésentente collectivement et donc d'incarner une toute autre logique avec tout ce que ça implique d'apprentissage, de façonnement de la vie et des luttes. Et je ne sais pas comment dire, enfin, bon, après, je pourrais développer, mais c'est ce que j'ai dit avant, du coup. Il s'agit, en tout cas, c'est une manière d'être... ce que j'essaie de dire, c'est une manière d'être héritière de Jacques Rancière, qui dit que l'enjeu de la politique, c'est le partage du sensible, c'est-à-dire comment sont façonnés l'espace et le temps, les êtres qui existent, qui n'existent pas, etc. En fait, c'est des enjeux de pouvoir qui résident là-dedans, et que c'est en devenant quelqu'un qui s'y connaît super bien dans comment fonctionne une forêt qu'on peut se retrouver à faire polémique avec les ingénieurs forestiers et leur dire non, une forêt ce n'est pas ça, c'est autre chose, par exemple. Et pour ce qui est du revenu universel des non-humains, j'y crois pas non plus. D'une part parce qu'en fait, malheureusement, c'est une utopie du capital qui est en train de se réaliser via la compensation, les mécanismes de marché carbone, etc., de compensation écologique, qui sont quand même une manière très belle de s'autoriser à continuer à détruire et à c'est-à-dire où il y a un marché du droit à polluer. Et où bien sûr, c'est pas les forêts, mais les propriétaires de forêts qui ont le revenu en plus. Mais en fait, c'est juste des manières d'économie, de faire rentrer dans l'économie des destructions qui étaient avant hors de l'économie, ce qui change pas grand-chose du point de vue de la forêt, et qui permet juste, nous, dans notre société, de s'autoriser à continuer à détruire, quoi. Mais c'est aussi que... C'est aussi que, en fait, moi, au fond du fond, mon interprétation de l'hypothèse du revenu garanti, c'est, peut-être je me trompe, mais c'est que, au fond, c'est presque une hypothèse, une revendication qui n'est pas là pour être obtenue. Elle est là pour incarner un refus du travail invisible qui est manifesté par le fait qu'on revendique un revenu. Par exemple, dans les années 70, les féministes qui revendiquaient un salaire ménager, c'était pas pour continuer à faire la vaisselle et être payées, c'était juste pour que ce soit plus juste elles qui fassent la vaisselle. Et en fait, pour le travail invisible des vivants, c'est la même chose, c'est pour montrer qu'on ne va plus accepter de se faire approprier gratuitement. Moi, en tout cas, c'est l'esprit que je ressors de cette... mais bon, j'imagine que j'en sais moins que toi, Yann, sur cette question. Mais en fait, ce qui me... Je veux aller au bout de mon idée. C'est que ce qui me pose problème aussi dans cette idée de rémunérer les forêts, les êtres non humains, par exemple en payant plus cher le bois, ce qui était en gros ce que tu disais, en laissant les arbres vivre plus longtemps et en devant payer plus cher le bois, c'est que c'est encore une manière d'être, je trouve, d'être encore trop pris dans la logique de l'adversaire, qui est une logique du service et de la richesse, et qu'au fond, là, j'improvise ma réponse, donc peut-être que je vais le regretter, mais en fait... Tout est enregistré, c'est oui, pour toujours. Tout est triplement enregistré, c'est l'horreur. En fait, au fond, qu'est-ce qu'on veut reprendre des mains des capitalistes? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que voilà, est-ce que c'est cette richesse que tu décris très bien, Yann, la richesse de toutes les interactions, la richesse immatérielle qui est peut-être plus importante que la richesse matérielle, mais peut-être que c'est encore plus important que la richesse immatérielle des sociétés et des milieux naturels, c'est cet enjeu d'autonomie et de dépendance, et que peut-être que de ce point de vue-là, s'il s'agit de revendiquer un revenu universel, il faudrait le prendre de manière dans une toute autre logique qui serait non pas réclamer à l'État un revenu universel
parce que nous y avons droit, parce que nous sommes producteurs de richesses dans la société au-delà du temps de travail, dans toutes nos interactions. Mais donc, on nous doit un revenu universel parce que nous sommes toujours inévitablement producteurs de richesses, mais on nous doit un revenu universel d'autonomie écologique parce qu'on nous a coupé de nos autonomies, de nos moyens de subsister. On nous a plongé dans des réseaux de dépendance qui sont nuisibles et on nous doit nous restituer les moyens de reconstruire des liens de cohabitation avec les autres êtres humains et non humains qui nous permettent de développer nos puissances, nos conatus, nos autonomies. Voilà. Je peux répondre ? Oui, mais alors je suis très embêté. Et ça nous permettrait d'être dans un truc, de nous donner les moyens de la déprise et de plus être dépendant de... Voilà, c'est pour te dire. Mais alors je suis très embêté parce qu'il est très exactement -7. Juste en 2 mots. Ouais, en 2 mots. Oui, on n'aura pas pris. On la déprise. Une question dans la salle. Je pense que quand même, ce serait la moindre des politesses. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs peut-être tout de suite. Oui, peut-être ça permettra de faire la réponse en deux bandes de billard. On dit comme ça, je crois. Bref. Est-ce qu'il y a une question? Alors, comme nous sommes sur une séance filaire, il faudrait venir au pupitre. Ça fait partie d'un acte théâtral de cette bifurcation à venir. Oui, est-ce que vous voulez bien venir ici? Merci beaucoup. Il me semble que ce que vous, Diego, là, ce dont vous avez parlé, concerne ce qu'on appelle les communs négatifs. Ce qui me paraît être un concept extrêmement puissant, parce que de fait, ça permet de repérer et de nommer ce que le capitalisme a produit de négatif par rapport... Habituellement, la notion de bien commun, elle est positive, justement. Hein. Et donc, arriver à repérer tout ce qui est négatif et tout ce qui, malheureusement, nous est commun dans le négatif, c'est pouvoir nommer qui en a la responsabilité aussi. Et au fur et à mesure, effectivement, qu'il y aurait, alors on va parler maintenant d'hypothèses, des constituantes de citoyens qui puissent localement repérer et archiver et mettre en commun toutes les nuisances qu'on peut appeler d'ailleurs criminels, mais qui sont dues à quoi? Qui sont dues à tout ce qui est systématiquement marchandisé et tout ce qui est, surtout ce dont il n'a pas été question, breveté. Parce que c'est bien la question des brevets qui finalement arrive à ce qu'on en soit là. Hein. Donc quand je pense par exemple, puisqu'on reprend la question de l'eau, actuellement, il y a une demande de mise en bourse de l'eau. Donc à partir là après, c'est avec la juridiction des biens communs publics mondiaux qu'on peut s'en sortir, parce que c'est vrai que s'il y a une juridiction réelle des biens communs publics mondiaux comme l'air, l'eau, la connaissance, la santé, etc., et que là il y a des instances hors État, parce qu'on sait bien que les États sont complètement impuissants par rapport aux multinationales pour y répondre et pour gérer ça. Là, on peut commencer de fait à accuser les criminels, parce qu'on peut dire les criminels du vivant, qui actuellement privatisent l'eau et privatisent l'air, etc. Et donc le problème des forêts, etc., etc., etc. Enfin bon, moi, je sais que je pourrais continuer longtemps comme ça, mais je pense que traiter aujourd'hui, déjà pour commencer, de tout ce qui est les communs négatifs et tout ça, me paraît extrêmement important. Et surtout la mondialisation, la mutualisation mondiale de toute cette problématique. Mais je peux là... Moi, je trouve que c'est une suggestion qui est absolument... En 40 secondes. Hein. Oui, c'est une suggestion qui est normale parce que la production d'externalités négatives est aussi importante que la production des externalités positives. Et ce qui amène à condamner un certain nombre, au démantèlement, un certain nombre de communs qui sont communs au socialisme, au capitalisme, qu'ils soient chinois, machin, spécificité chinoise ou pas, c'est effectivement
que la balance externalité négative est terrible, que les interdépendances sont épouvantables. Et dernier point, pour répondre à Léna, on ne dit pas, on dit la même chose. Parce que le revenu universel dessert extraordinairement la contrainte au salariat. C'est le seul moyen de desserrer la contrainte au salariat, de rendre à plein de gens la possibilité matérielle de rétablir ce que tu disais sur les liens avec la nature, sur une politique, mener une politique de surveillance et d'anti-commun négatif qui suppose que les gens aient des moyens. Actuellement, les gens engagés là-dedans politiquement, eh ben on est désolé, on connaît les permanents politiques, on connaît les bénévoles dans des associations sur lesquelles il y aurait peut-être à dire aussi, et on connaît certainement pas des jeunes qui doivent d'abord se taper une vie de salarié, donc d'esclavage, en fait, sur un certain nombre de points, et par conséquent, je pense que les deux versants du revenu universel, c'est cette libération vis-à-vis du travail salarié et dépendant. Donc voilà. Merci. Mais je trouve beaucoup. Que la remarque sur les communs négatifs est très importante. Voilà, le débat ne fait que commencer, à vrai dire. On est extrêmement tous frustrés de clore maintenant. On va se retrouver à la criée donc d'ici 10 minutes, le temps en fait juste d'y aller. Puisque une séance d'ailleurs de cinéma, je crois, doit démarrer dans cette salle quasiment immédiatement. Merci beaucoup à vous en tout cas. Évidemment, Léna et Diego sont avec nous et vous pouvez évidemment avoir la discussion avec eux de manière plus informelle à la cafétéria, au restaurant et ailleurs. Yann, on le retrouvera ailleurs, voilà, il est en Corse, je crois, en ce moment. Merci beaucoup à Yann, à Diego et à Léna. Et à tout de suite donc à l'espace de la criée. Merci Yann. Merci. Et du coup, je vais raccrocher de manière un peu abrupte. Excuse Yann. Oui, mais je t'en prie.